Donc, justement, avant de vous présenter notre deuxième bloc de panélistes et de leur poser des questions, j'aimerais vous présenter brièvement le sujet de notre deuxième partie, donc le financement. C'est ça. Donc, le financement est un des moyens de mise en œuvre majeurs dans l'atteinte des objectifs de la PMD. Comme l'indique le titre du programme de cet atelier, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Alors, quel est l'état de situation concernant le financement de la mobilité durable au Québec? C'est une vaste question. On ne répondra pas, évidemment, en l'espace de quelques minutes, mais je voulais au moins placer quelques balises et les défis qu'on a actuellement avec les tendances en matière de financement, notamment en contexte post-pandémique. Comment est-ce qu'on peut innover et comment est-ce qu'on peut diversifier nos sources de financement? Je suis certain que plusieurs d'entre vous êtes à la recherche d'idées dans cette salle. Donc, d'abord, je vais vous parler du chantier sur le financement de la mobilité, parce que la question du financement n'est pas sortie comme ça, toute seule dans cet atelier. Ça fait très longtemps que le gouvernement a mis en place un chantier sur le financement de la mobilité. C'est une des mesures du plan d'action 2018-2023 de la politique de mobilité durable. Les objectifs de ce chantier sur le financement sont de proposer des pistes de financement afin de répondre à la diminution prévisible. Donc, c'est quelque chose qui est absolument assumé. Mais la diminution prévisible des revenus issus de la taxe sur les carburants en raison de l'électrification des transports. Puis, deuxièmement, de trouver des leviers de financement, d'en cibler pour permettre aux acteurs d'assumer leurs responsabilités. On parle de responsabilité partagée ici, le mot prend sa place. Vous voyez ça fait un peu peur. C'est les sources de financement qui s'en vont dans le transport. Vous voyez ce que j'ai ici, on pourrait dire que c'est un organigramme de ministère. Je ne veux pas vous intéresser aux détails, c'est pour vous montrer à quel point il y a plusieurs sortes différentes de financement pour la mobilité. Beaucoup convergent vers le FOR, c'est l'espèce le fonds des réseaux de transport terrestre, c'est là où tout converge pour pouvoir financer la mobilité. Mais ce que j'ai entouré en rouge, c'est la taxe sur les carburants. Et ça, cette taxe-là est en train de plafonner et va commencer à réduire. Structurellement, on a atteint un niveau où l'électrification des transports nous amène à réduire ce flot-là. Et c'est la mesure qui, pourtant, rapporte le plus d'argent pour le fonds des réseaux de transport terrestre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pallier cet enjeu-là? Comme je le montre ici avec un autre graphique issu d'un travail d'une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, on s'en va très fortement, très probablement vers un déficit structurel du fonds des réseaux de transport terrestre dès 2027-2028. Donc, ce fonds-là qui est dédié à alimenter la mobilité durable, l'entretien de nos routes, bien, en ce moment, la taxe sur l'essence qui rapporte aujourd'hui 2,1 milliards passerait en 2027 à 1,9 milliard ça accélérerait. La chute va s'accélérer pour passer, selon les projections, à 500 millions de dollars autour de 2040. Donc, c'est Lynn Latulippe de la chaire en fiscalité et finances publiques qui a donné cette conférence en novembre dernier. Une chose aussi que je veux porter à votre attention pour le financement, c'est le transport routier versus le transport collectif. Le plan québécois en infrastructure au Québec, quand on le compare avec l'Ontario, on aime bien se comparer à l'Ontario au Québec par rapport au produit intérieur brut. Moi, je vous inviterai à regarder ces deux graphiques ici. Enfin, celui qui est en haut, Ontario versus Québec. L'Ontario a investi 72% de son plan d'infrastructure pour le transport dans le transport collectif et un 28% dans le transport routier. Au Québec, c'est l'inverse. On investit 70% dans le routier et un 30% dans le transport collectif. Donc, une des cibles potentielles qu'on pourrait se donner, c'est d'essayer de rattraper notre retard avec l'Ontario pour avoir un niveau d'investissement similaire dans le transport collectif. Évidemment, c'est toute proportion gardée en termes de montant investi, mais vous le voyez, les investissements per capita, donc par personne, 2023-2033, quand on compare le bleu foncé en Ontario pour le transport collectif, on parle de 4 500 $ par personne investie, alors qu'au Québec, on est à 1 700 $. On parle d'un ratio de 3 à 3,5 fois plus élevé en Ontario. C'est l'inverse pour le transport routier. Au Québec, on investit beaucoup plus per capita au Québec. Donc, ce sont ici des données qui proviennent de l'Alliance Transit, avec qui Samuel, justement, nous a entretenu sur le financement. Dans les pistes exploratoires pour le financement, vous voyez, en ce moment, on est dans une phase un peu de travail au sein du ministère des Transports.
Et il y a différentes solutions. Il y a comme une liste d'épiceries qui, en ce moment, fait l'objet de travail au sein du ministère. Il y a un mandat qui a été donné à l'externe pour évaluer. Je vais en reparler dans 2 secondes, mais il y a 8 outils de financement qui font l'objet d'une analyse dans ce rapport déposé en 2021. On parle par exemple d'ajustement des droits sur les immatriculations, on parle d'ajustement des droits sur les permis de conduire, la contribution kilométrique, des droits supplémentaires liés aux émissions, des péages de financement pour de nouvelles infrastructures. Je ne les passerai pas tous ici. Vous avez une panoplie de mesures qui sont identifiées par le gouvernement. Et là, maintenant, la question, c'est est-ce que certaines vont être retenues pour diversifier les sources de financement? Certaines sont peut-être meilleures que d'autres. Donc, ce que le ministère est en train de faire depuis le dépôt de ce rapport synthèse en novembre 2021, c'est d'étudier les impacts socio-économiques de 8 outils. Donc, les 8 outils que je vous ai montrés à gauche ici sur l'écran. Vous avez une étude qui a été donnée à l'externe par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour vérifier les effets de l'application des 8 outils sur l'environnement socio-économique du Québec, entreprises, ménages, différents types de ménages, personnes seules, les effets socio-économiques de l'application de ces outils, donc c'est ça, comme je dis, sur les ménages, les entreprises et les organismes municipaux. Voilà où on en est sur le financement. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise et c'est sûr que la plupart des acteurs vous diront que c'est urgent d'avoir des solutions mises en œuvre pour nous permettre de relever nos défis en termes de mobilité durable. Donc, j'inviterai nos panélistes à me rejoindre sur scène. Nos 4 panélistes sont d'une part 2 membres du comité de suivi de la politique de mobilité durable et de l'autre, on a 2 chefs de file hautement impliqués dans le transport intermunicipal. On a la chance de pouvoir compter sur leur présence, de celle-ci et ceux-ci. Ils vont nous présenter leurs réflexions très axées sur le terrain en matière de financement de la mobilité durable. Donc, à travers des cas concrets, des perspectives à la fois régionales et nationales, ces personnes vont nous présenter leurs réflexions les plus abouties pour surmonter les défis en matière de financement. D'abord, André Lavoie, bonjour. Rebonjour. André est président du conseil d'administration du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Il est également président, tenez-vous bien, du conseil régional de l'environnement de la Mauricie et directeur général de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec, dont la mission est d'accompagner les employeurs, les municipalités, les institutions pour mettre en place une démarche complète en gestion des déplacements. Merci de ta présence. Plaisir. Ensuite, Anne-Catherine Pilon, bonjour. Bonjour. Anne-Catherine travaille chez Équiterre à titre d'analyse de mobilité durable. Elle s'implique activement sur les questions relatives au financement des transports collectifs, à la taille du parc automobile et à l'équité dans l'électrification intelligente des véhicules. Bonjour. Bonjour. À présent, je vous présente Marie-Andrée Pichette. Bonjour. Bonjour. Marie-Andrée est directrice de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie et de la Madeleine, la Régime. On fonctionnera de cette façon-là pour la suite. On y a fait référence tout à l'heure. Un exemple, depuis 2018, dans la région de Gaspésie et de la Madeleine, pour le transport intermunicipal, la Régime a la responsabilité d'organiser les services de transport collectif sur le territoire de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, et désire faciliter l'accès au plus grand nombre de citoyens possible. Enfin, et non la moindre, Mélodie Mondor, bonjour. Bonjour. Mélodie est directrice du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, une organisation créée par les 8 MRC bas-laurentiennes à la suite de l'abolition des conférences régionales des élus. Elle a récemment soutenu la création de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, qui regroupe 96 municipalités dans une stratégie novatrice de mobilité durable. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup à vous 4 de vous prêter au jeu pour cette activité. Alors, considérant que cette deuxième partie sera davantage axée vers la mise en valeur d'exemples du terrain, on a souhaité vous offrir 5 minutes à chaque panéliste pour vous permettre de présenter succinctement vos réflexions, vos pistes de solutions. Après les 4 présentations de 5 minutes, je vous poserai quelques questions en tenant compte du temps restant. Alors, André Lavoie, c'est toi qui ouvres le bal. Tu as 5 minutes. Excellent. Tout le monde est réveillé? C'est déjà bon. C'est déjà bon. On est après le dîner. En fait, c'est que c'est normal que ce soit un peu intense. Il y a un examen après. On a 4 présentations. Il y a un examen. C'est que j'espère que vous allez écouter comme il faut. La mobilité durable, en fait, avant de parler vraiment de financement, il faut essayer de comprendre la mobilité durable puis le transport collectif au Québec. Et ça, je vais vous dire, je vais vous donner
un aperçu. Je ne ferai pas de vous autres des experts après-midi, mais c'est complexe. On va commencer avec les compétences. Il faut savoir que le transport au Québec, au Canada, c'est tripartite. Il y a une partie qui est fédérale, il y a une partie qui est provinciale, québécoise pour nous autres, et une partie qui est municipale. Les trois ont des champs de compétences différents qui, des fois, chevauchent un peu. Après ça, si on regarde la gouvernance en transport, là, on parle de 5 paliers différents. Il y a le palier législatif, c'est qui fait les lois et règlements. Il y a le palier décisionnel, ça veut dire c'est qui a la responsabilité et les compétences à appliquer certains modes de transport. Tu as le palier organisationnel, c'est qui organise le transport. Donc, qui fait la planification des routes. Tu as le palier opérationnel, c'est qui donne qui fournit le service dans le fond. C'est qui va conduire les bus. Et le palier utilisateur, qui est les usagers, qu'il ne faut pas oublier. Et ça, là-dedans, il y a des organismes qui ont 1, 2 ou 3 paliers qui sont les mêmes. C'est qu'il faut voir. C'est qu'une société de transport, entre autres, va avoir une partie, en fait, va avoir les paliers 2, 3, 4 à faire. Alors que généralement, ceux qui sont à l'externe vont avoir la partie, des fois, ils vont avoir juste la partie 3, l'organisation du transport, ils vont donner un contrat privé pour faire l'opération en tant que telle. Ça, c'est important de savoir. Après ça, il y a des organisations en transport collectif. Là, j'ai juste sorti celle en transport collectif. Ça, ce qui existe, il y a la RTM, qui a une certaine compétence, qui est à Montréal. Il y a EXO, qui est une bébête spéciale. Je ne sais pas si on a des amis d'EXO ici. Je vous aime pareil, ceci dit, même si vous êtes spéciaux. Il y a 9 sociétés de transport qui sont nommées par la loi, 13 OMIT. Les OMIT, c'est quoi? Ça, c'est des organisations municipales et intermunicipales de transport. Eux autres, c'est dans les villes moyennes. Granby, Drummondville, Victoriaville, etc. C'est que ça, il y en a 13 au Québec. Puis il y a 78 AOT, ça c'est les autorités organisatrices de transport. Ça, c'est les MRC qui organisent le transport. Il y a 78 MRC qui organisent le transport sur 87 qui pourraient. Il y a plus que 87 MRC au Québec, mais il y en a plusieurs qui sont couvertes par EXO. En plus de ça, il y a une ennemie régie municipale parce que, tu sais, dans le fond, c'était au début, là, mais je dis une demi. Puis, en plus de ça, il y a des organismes privés. Parce que si on pense à Orléans Express, si on pense à tout l'interurbain, si on pense même à tout le transport scolaire, c'est des privés qui ont ça. C'est que tout ce beau monde-là, théoriquement, devrait se parler, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Puis là, il y a tous les autres services. Transport adapté, l'autopartage de taxi, Uber. Qu'on aime Uber ou non, on est pris avec, on va se le dire. C'est que tous ces services-là, c'est tous des organismes différents. Puis quand on va améliorer la mobilité sur un territoire, il faut dealer avec tout ça. C'est bon. C'est complexe, puis le développement est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que les besoins de déplacement des gens, c'est pas vrai que ça s'arrête aux limites administratives des territoires. Mais la compétence, mettons, pour le transport collectif, c'est les MRC. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de rester juste à l'intérieur. La limite administrative, c'est une limite qui n'existe pas vraiment. T'sais. Trump veut faire des murs sur ses frontières, c'est son choix, mais la plupart des MRC n'ont pas ce plan-là, en tout cas dans le développement. C'est que ceci dit, il faut qu'on prenne le temps d'analyser ce qu'on appelle les territoires naturels de déplacement. Où vont les gens, où ils ont besoin d'aller? Parce qu'on va se le dire, avant ça, il y avait, mettons, un CLSC par MRC. À cette heure, si tu vas avoir des soins, des fois, il faut que tu sortes de ta MRC. Tu n'as même pas tous les services dans ta MRC. Un développement de la mobilité en région qui accuse un retard, j'en parlais hier, en fait, l'ensemble des budgets pour le transport collectif régional représente 0,6 de l'enveloppe du transport collectif au Québec. C'est que vous comprendrez qu'on a un retard. Les enjeux sont pourtant les mêmes, les besoins sont les mêmes, mais bien sûr, l'environnement et les ressources disponibles sont très, très différentes. Par contre, il y a quand même des places qui sont vraiment plus avancées que certaines villes. C'est que pour améliorer la mobilité au Québec, que ça prendrait, là, on parle de financement, puis on en parle beaucoup, mais il faut penser aux ressources humaines. J'en parlais hier. Malheureusement, les ressources humaines, il y a des places qu'on voudrait développer la mobilité, mais on n'a plus de chauffeurs d'autobus. C'est qu'il faut développer ça. Puis on parlait aussi, si on veut s'en aller sur l'électrification des transports, j'en parlais hier avec des représentants syndicaux, il faut penser à la transition juste, il faut avoir des employés qui vont être capables de réparer les autobus. J'en parlais avec Marie-André tantôt, ils ont un véhicule électrique, puis ils n'ont personne dans le coin de pays pour le réparer. C'est que là, ça t'ampute un peu. Meilleur approvisionnement logistique, donc de s'assurer d'avoir les ressources nécessaires, autant les véhicules que les bornes de recharge, des innovations plus complémentaires, c'est-à-dire des systèmes de transport intelligents, etc., et un meilleur financement. Puis là, je sais qu'on en a quand même parlé. En fait, on a sondé les MRC, entre autres, on a fait des études là-dessus, puis le top 5, on dirait, c'est d'indexer la taxe sur le carburant.
moduler les contributions sur à l'immatriculation, excusez. Ça, c'est en cours, mais mes collègues vont pouvoir vous en parler un peu plus, comment ça marche en réalité. Ce n'est pas parfait. Mettre une contribution supplémentaire pour les stationnements, ajouter une taxe à l'achat des véhicules neufs et dédier une partie des frais au permis de conduire. Ça a été le top 5 en fait, qui a sorti de nos études et de nos consultations. Que je vais arrêter là pour l'instant, ça va être bien correct, puis je vais laisser la place à mes collègues pour pouvoir aller plus loin. Merci. Je te remercie, André. Plaisir. Toute une toile d'araignée, le monde de la gouvernance en transport. C'est complexe, c'est complexe. Avant de te poser des questions, André, je vais peut-être passer d'abord la parole à Anne-Catherine, qui va nous présenter une petite présentation de 5 minutes sur le financement, particulièrement au niveau du transport fédéral. Anne-Catherine, la parole est à toi. Merci, Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore là en ce mercredi après-midi. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, moi, je vais vous parler du palier fédéral. Cela dit, je suis basée à Sherbrooke, donc je connais bien la réalité régionale et je suis aussi membre du comité directeur de l'Alliance Transit. Donc, tout ce qui a été dit récemment, je cautionne tout à fait, mais on m'a mandaté de vous parler d'une autre porte à laquelle on peut cogner, celle du fédéral pour le financement du transport collectif. Est-ce que ça fonctionne? Si on pèse sur le bon, ça va mieux, hein? Donc, en fait, le contexte dans lequel je viens vous parler du palier fédéral, c'est qu'on a produit récemment un rapport avec Environmental Defense pour mesurer les impacts des investissements fédéraux en transport collectif sur les hausses d'achalandage puis les réductions de GES. La problématique qui sous-tend cette étude-là, c'est que, comme vous savez, le transport, c'est le deuxième secteur en termes d'émissions de GES au Canada. C'est une situation qui touche particulièrement les personnes à faible revenu, malheureusement. C'est le deuxième poste de dépenses des ménages canadiens. Donc, on calcule environ 11 250 $ par voiture par année pour les frais d'utilisation. Et suite à la pandémie, il y a eu des baisses d'achalandage qui ont mené à des baisses de services. Et ça a donné lieu au cercle vicieux du transport collectif que je vous présente ici. Donc, les coupes de services ont mené à des diminutions d'achalandage, qui ont mené à des baisses de revenus tarifaires, qui ont mené à d'autres coupes de services. Donc, c'est un peu ce cercle vicieux-là qu'on tente d'inverser. Et même avant la pandémie, le Canada se situait à 40 % sous le niveau de service des pays de l'OCDE. Donc, pas le niveau de service, pardon, les niveaux d'achalandage. Donc, on était déjà loin derrière beaucoup de pays auxquels on peut se comparer. Donc, c'est un peu la problématique qui sous-tend le rapport. Et depuis 2016, le gouvernement fédéral investit dans le programme Investir pour le Canada, dans le programme Infrastructure Investir dans le Canada, depuis 2016, et il a investi 23,5 milliards de dollars. Mais malgré ces investissements-là, on remarque quand même une moyenne canadienne de diminution des services de 7 %. Donc, on peut se demander pourquoi, malgré tous ces investissements-là, on constate toujours des baisses de services. Puis, comme c'est mentionné, là, il y a 1700 autobus au Canada actuellement qui ne sont malheureusement pas utilisés. Et pourquoi? Bien, parce que les sommes investies par le fédéral ne peuvent pas être utilisées pour les services, pour la maintenance, pour le maintien d'actifs, mais seulement pour les nouveaux projets de développement. Donc, le graphique ici illustre justement qu'il y a des autobus de recharge excédentaire qui sont en hausse partout au Canada. Donc, le contexte actuel, c'est qu'en 2026, il y aura le nouveau fonds permanent pour le transport en commun que le gouvernement fédéral va mettre en place. Et c'est une occasion sans précédent parce que le gouvernement fédéral va renégocier des ententes avec les provinces et avec les villes. Et il peut se servir, selon nous, de cette opportunité-là pour revoir la façon dont il investit dans le transport collectif. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait une étude de modélisation. C'est une étude qui a été réalisée par la firme Dunsky Énergie et Climat que vous avez peut-être rencontré, dont vous avez rencontré le président hier, et avec Leading Mobility. Et sur le comité aviseur de cette étude-là, il y avait notamment Catherine Morancy, que vous connaissez sûrement, Eric Miller de l'Université de Toronto, et puis Ilan Elgar de TransLink.
Donc, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on a modélisé l'impact de 4 politiques publiques, donc l'augmentation significative des services en transport collectif, l'augmentation de la densité urbaine aux abords des stations de transport collectif, l'implantation de mesures d'efficacité des transports collectifs tels que des voies réservées, puis l'électrification des flottes. Puis on a essayé de mesurer l'impact de l'implantation de ces 4 mesures-là sur les hausses d'achalandage et sur les réductions de GES. Et les résultats sont assez impressionnants. Avec ces investissements-là, on pourrait, d'ici 2035, venir doubler l'achalandage dans les transports collectifs par rapport au niveau de 2023. On pourrait faire en sorte que dans les villes ayant une population de plus de 400 000 habitants, 30 des déplacements, donc la part modale des transports collectifs, passe à 30 et 20 dans le reste du Canada. On pourrait réduire de 35 le nombre de véhicules kilomètres parcourus par rapport au niveau de 2019. Puis, on pourrait réduire de 75 millions de tonnes les émissions cumulatives de carbone liées au transport d'ici 2035 également. Et combien ça coûte tout ça? Ça a l'air beau mettre tout ça en place, mais combien ça coûte? Ça coûterait en moyenne 35 milliards de dollars par année supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 35 milliards que le Fonds permanent pour les transports collectifs prévoit déjà. Donc, on demande en d'autres mots de doubler ce qui est prévu. Mais cette somme-là représenterait environ 5 des dépenses fédérales qui sont prévues en 2024. Et c'est comparable à ce qui a été investi dans le pipeline Trans Mountain. Donc, on peut se demander si on préfère, en tant que collectivité, financer des transports collectifs adéquats et efficaces plutôt que du pétrole. En terminant bientôt. Oui, d'autant plus que, je peux passer vite là-dessus, mais d'autant plus que les transports collectifs ont un impact significatif sur l'économie. Ici, c'est l'évolution des emplois par million investis. Puis, même chose pour le PIB. Donc, investir dans le transport collectif, c'est à tout coup un bon coup. Donc voilà, ça conclut, mais en résumé, le nouveau Fonds permanent pour les transports collectifs, c'est vraiment, pour les transports en commun, c'est vraiment une opportunité pour le Canada d'investir plus et mieux dans la mobilité durable. Merci Anne-Catherine, vous pouvez applaudir. On est très heureux d'avoir donc des pistes de solutions aussi en financement via la porte du fédéral. Donc c'était très clair, très concis. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Marie-André Pichette qui va venir nous présenter le modèle de la régime pour les 5 prochaines minutes. Marie-André, la parole est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter un peu la bébite qui est la régime. En fait, on est une organisation de transport qui couvre, comme a été dit en introduction, qui couvre le territoire de la région administrative Gaspésie-les-Îles. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est une structure, une régie intermunicipale. On est une structure municipale, dans le fond, qui a les mêmes compétences qu'une municipalité et qui a le mandat de gérer la compétence en transport en commun au nom des MRC qui a structuré cette régie. Donc, nous, on gère la compétence au nom des 6 MRC qui couvrent le territoire complet Gaspésie-les-Îles. Donc, on a 5 MRC sur la péninsule et la communauté maritime des îles, qui est notre 6e territoire. Alors, ce qu'on fait, la régie existe depuis 2012, donc a été vraiment créée par une volonté politique de se structurer et de composer un organisme qui va superviser le développement de la mobilité et du transport sur le territoire. Donc, la régie intermunicipale était, jusqu'à récemment, la seule régie intermunicipale de transport qui couvre une région administrative au Québec. Donc, maintenant, on a une sœur jumelle voisine, une région avec qui on travaille depuis longtemps sur de la collaboration. C'est notre demi du 1,5 de la présentation à André. C'est ce qu'on fait, la régie. On est là depuis quand même 2012. Moi, je suis là depuis 2018. C'est une machine qui fonctionne bien, qui a un résultat. Puis, c'est l'intérêt pour lequel on est ici pour vous présenter. Donc, c'est le territoire qu'on couvre, donc c'est la carte de notre réseau de transport. On fait vraiment du transport sur horaire pointé, là, de matin, midi et soir selon les zones. On n'est pas encore tout à fait dans l'offre de transport à la demande.
mais on tente le plus possible d'offrir un service fiable et efficace au niveau de l'horaire. Mais bien sûr, on ne couvre pas un service urbain. On se rappelle qu'on est en région, c'est un défi important. Sur l'ensemble du territoire, on fait en fait de l'interurbain dans la définition du ministère. On fait du transport en commun, mais nos trajets peuvent représenter une centaine de kilomètres à chaque jour pour faire un aller. On a des gens qui font vraiment des grands déplacements pour aller travailler ou aller à l'école. Le grand défi de notre travail, c'est qu'on a un territoire, il y a de la Gaspésie, les îles, on a une population autour de 90 000 habitants, donc on peut se dire qu'on gère une population équivalente à la ville de Drummondville, grossièrement, mais sur un territoire de 22 000 km². C'est un défi quand même majeur, donc on n'est pas dans la densification, là, on est vraiment dans l'étalement urbain chez nous, mais ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que ça se fait. Puis, on a des moyens de se donner cette efficacité-là en transport. On peut le faire. Si chez nous, on le fait, on peut le faire chez vous. Donc, ce qui est intéressant dans la régie, c'est le modèle que nous, on a choisi, c'est de travailler sur une région puis d'offrir un service dans une région où, justement, il y a un étalement urbain là, très important. C'est une petite stat là, rapide pour l'achalandage, donner un peu un approximatif de qu'est-ce que ça représente, nos services, sur l'ensemble du territoire. Donc, on a vraiment une hausse là, 2023 au niveau de la population, de l'utilisation. On atteint là, 113 000. Donc, on sent vraiment l'augmentation et la pression du besoin auprès de nos citoyens. Rapidement, la raison aussi pour laquelle on est ici, c'est de parler de financement de services, de financement de transport, comment on peut faire autrement. Chez nous, l'option a été faite. La Régie a réussi à obtenir le décret pour se taxer nous-mêmes. Nous, on a une taxe sur le carburant qui est unique sur la région administrative Gaspésie-les-Îles. On se taxe 1 cent du litre chez nous qui sert à financer notre propre service de transport en commun. À part l'île de Montréal, la ville de Montréal, on est la seule région administrative présentement qui a réussi à obtenir ce financement-là. C'est majeur dans le développement, dans les leviers qu'on peut avoir pour le développement du transport en commun, parce que quand la régie a été créée, ça représente plus de la moitié de notre financement, de notre développement. Donc, on peut s'imaginer ce à quoi la régie ressemblerait sans ce financement-là. On enlève 50 %, mais on ne peut pas exister comme on est présentement et être un levier de développement au niveau du transport en commun chez nous. Aujourd'hui, la réalité est un peu plus différente. On est post-COVID, l'inflation, les coûts d'opération sont très différents. Alors, on est passé d'un ratio de 52 % à 36 % au niveau de la représentativité de la taxe dans notre budget. C'est important, mais ce que ça nous force aussi à faire, c'est que ce financement-là nous donne des leviers de développement qui nous permettent d'aller chercher ce que vous voyez, les nouveaux postes budgétaires qui ont apparu en bas, qui sont autres revenus et autres subventions. Donc, le levier de la taxe du financement à la régie nous permet de travailler d'autres sources de financement, d'autres variétés, que ce soit des programmes, d'aller chercher du financement au niveau des programmes ou de développement de services alternatifs. Donc, c'est vraiment l'élément qui est important dans la structure du budget de la régie. Ça nous permet de varier les services, d'offrir autre chose. Là, je vais passer vite sur le positionnement. Donc, on en a parlé un peu de qu'est-ce qu'on souhaite faire, parce que mon temps est passé. Et ces leviers-là nous permettent, quand je disais, nous permettent de varier nos sources de revenus, de développer et d'innover. C'est que par le développement de projets, que ce soit un plan de mobilité durable, je vous ai déjà présenté au forum il y a quelques années notre projet Testé, qui est un projet d'autopartage en collaboration avec les municipalités, qui est une offre alternative de transport en commun pour nos citoyens. On a maintenant, on a du vélo-partage électrique chez nous. Donc, on s'est développé un petit réseau, tranquillement, pas vite. On a un 32 vélos qui a été implanté dans l'été 2023. Donc, nos projets nous permettent de développer des alternatives et des sources de financement alternatifs. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. On développe d'autres projets comme une plateforme, mais ce qu'on souhaite dire, c'est que ce levier financier-là va être important dans vos milieux municipaux afin de continuer à offrir un service supplémentaire et de développer d'autres alternatives que, oui, il y a le transport en commun par autobus, mais on doit offrir aussi d'autres services. Et c'est ce que la régie, je pense, est un modèle intéressant à offrir. Ce n'est pas obligé d'être une régie intermunicipale, mais une structure régionale qui va venir superviser et chapeauter des projets en mobilité dans une région ou sur un territoire. C'est vraiment un élément clé de développement au niveau de l'offre de services. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie-André.
Merci Marie-André. Je vais passer la parole pour la dernière, mais non la moindre, Mélodie Mondor, qui va venir nous présenter la sœur jumelle qui est en développement au Bas-Saint-Laurent. Donc, Excitant. Mélodie, tu as 5 minutes. Merci. Donc, la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, on est au Forum sur l'action climatique. On entend depuis 2 jours que c'est vraiment important que le monde municipal se mobilise puis permette de faire des avancées majeures. Moi, je viens de Montréal. Je travaillais au stationnement du Vieux-Port ici il y a une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans maintenant que j'habite au Bas-Saint-Laurent. Puis je vais me faire un peu la voix des régions parce que quand on parle de lutte, d'adaptation au changement climatique, bien évidemment, il faut que tout le Québec emboîte le pas. Puis il y a des nuances importantes en termes de gestion, de politique, de programmes publics dans nos régions du Québec. C'est important qu'on y soit sensibilisé puis qu'on puisse adapter nos pratiques, nos politiques, nos programmes en conséquence. Donc, au niveau de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent, comme Marie-André l'expliquait, c'est une régie de transport, une régie intermunicipale. C'est donc qu'il y a eu des élus municipaux qui ont eu le courage politique de dire on a un besoin en transport au Bas-Saint-Laurent, on va s'y adresser collectivement. On va donc mettre en commun notre compétence en transport collectif de personnes. Pour ce faire, c'est le collectif régional de développement qui a accompagné ce mandat-là. On est une organisation qui soutient les MRC en matière de développement régional. On a été mis en place suite à l'abolition des conférences régionales des élus, moment où le gouvernement a aboli le palier de gouvernance régionale. Mais vous allez comprendre que pour opérer des changements en région, souvent, ça nous prend un palier régional, chose qui n'existe plus aujourd'hui, à part quand les régions décident de se doter de ces structures-là. Donc, Bas-Saint-Laurent, Marie-André le disait, on a une population qui est pas dense. ça ressemble un peu de notre côté. On a un peu plus de 20 000 km² à couvrir, une population de 200 000 habitants, 8 MRC. Il y a 10 municipalités qu'on dit des villes-centres ou de centralité, la plus grande étant la ville de Rimouski avec ses 50 000 quelques habitants. Un hôpital régional, université, 4 cégeps. C'est pour vous dire que les déplacements en transport collectif qu'on considère dans un niveau urbain, dans des milieux comme Montréal, Québec ou des plus grandes municipalités au Québec, bien, en région, il faut qu'on les considère à une échelle MRCN ou même à une échelle régionale. Un même citoyen, dans une journée, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller avoir des services de santé, il va avoir besoin de sortir des fois de sa municipalité, de sa MRC. Donc, c'est important en matière de politique, de programme, d'organisation des services, de comprendre qu'il y a ce niveau, cette échelle-là qu'il faut concevoir en matière de transport collectif notamment, mais ça s'applique dans plein d'autres situations. Donc, le transport collectif au Bas-Saint-Laurent, c'est une priorité depuis plus de 20 ans. On avait, au début des années 2000, des ententes cadres sur le développement des régions, à l'époque où il y avait encore un ministère des régions. Par la suite, il y a eu les conférences régionales des élus avec leurs plans régionaux de développement. Le transport figure par les priorités depuis de nombreuses années. Où le bas blesse, vous le savez, c'est le financement. Donc, on va y revenir plus largement dans la présentation aujourd'hui. Mais on a parlé en matière de lutte au changement climatique, de l'adaptation. On a une grande politique au Québec qui est l'occupation, la loi sur l'occupation et la vitalité du territoire. Donc, ça ressort depuis plus d'une vingtaine d'années chez nous. Ce qui est important pour le financement, c'est que ça va prendre plus de péréquation. C'est-à-dire que le financement qui est octroyé en région, certains partenaires ont fait référence à une étude récente publiée par l'IRIS en novembre dernier. Si on regarde le programme d'appui au développement du transport collectif, qui est le grand programme qui relève la taxe sur les carburants, bien, on voit que 94 du financement pour le soutien au transport collectif qui est en milieu urbain. Au Bas-Saint-Laurent, il y a une seule municipalité qui se qualifie, c'est la ville de Rimouski. Donc, vous comprendrez que l'ensemble des autres municipalités doivent se séparer, le volet 2 qui représente 6 de l'enveloppe. Donc, vous comprenez qu'avec la superficie qu'on a à couvrir, un financement qui est offert, pas selon la superficie, mais par population, bien, ça fait en sorte qu'il y a vraiment un gros manque à gagner. C'est le premier problème auquel on devrait s'attaquer. La trajectoire, bien, nous, ça nous a pris un petit peu plus de temps à se structurer que la Gaspésie. Ils ont eu la chance de faire ça quand il y avait encore une conférence régionale des élus là-bas. Ils ont passé flush. Nous, on est arrivé un petit peu plus tard. Donc, quand la CRE a été abolie, ça a déstructuré beaucoup nos tissus de concertation régionaux. Suite à ça, à peu près à la même période, 2014-2015, grosse coupure au niveau des services interurbains avec Keolis, Orléans Express.
Donc, on est passé de 40 villes desservies à 15 villes desservies. Imaginez le problème. Moi, je pouvais partir du dépanneur au Bic chez nous le matin, faire un aller-retour à Québec pour aller à mes cours de maîtrise à l'Université Laval, puis revenir chez nous le soir. Là, pouet, c'est fini. Il faut que j'aille à Rimouski, je fais des allers-retours. Ça ne fonctionne plus. Donc, grosse baisse. Donc, on a commandé un premier rapport qui n'a pas été à la satisfaction des élus de la région parce qu'il n'a pas permis de retisser les liens entre les différentes municipalités parce que c'était présenté sous forme de rabattement seulement vers les grandes villes, alors qu'il fallait avoir une perspective plus circulaire pour le déplacement. Mais vous comprendrez que le Bas-Saint-Laurent, on ne fait pas le tour du Bas-Saint-Laurent comme on fait le tour de la Gaspésie. Donc, notre projet en résumé, 7 MRC sur 8 ont décidé de mettre en commun leurs compétences en transport collectif au sein de la régie. On vise à doubler les services de transport. La régie ne va pas opérer les services de transport. On va vraiment faire affaire, évidemment, avec des appels d'offres lorsque tout ça va être mis en place. On souhaite donc bonifier les services à l'intérieur des 7 MRC concernés et interconnecter ces services-là entre eux, ce qu'on pouvait faire avant avec les services interurbains de Keolis, qui n'est plus le cas maintenant. Puis, au niveau des sources de financement, on vise un budget de 8 millions annuellement pour cette régie-là. Vous comprendrez qu'il faut trouver des sources qui sont au-delà de ce qu'on a actuellement. Actuellement, si on regarde ce qu'on arrive à aller chercher avec le volet 2 du programme d'appui au développement du transport collectif, les quotes-parts municipales et les revenus d'opération, on a à peu près 3,5 millions. Donc, c'est un 5,5 millions quasiment qu'il faut aller chercher d'autres ressources. Fait que vous comprendrez qu'on ne peut pas y aller avec des petites mesures à la pièce. Ça nous prend des programmes, des mesures qui sont structurantes, qui nous permettent d'avoir une prévisibilité. Donc, la mesure qui est visée au Bas-Saint-Laurent, c'est une majoration de taxe sur les carburants, 2 sous du litre. On va pouvoir en reparler ensemble, mais bien qu'il y ait un consensus politique fort au Bas-Saint-Laurent avec la représentation politique qui se fasse au palier provincial, on sent de la résistance pour avoir ce 2 sous du litre au Bas-Saint-Laurent. Mais on est chanceux, il y a un précédent en Gaspésie à 1 sou du litre, il y a un précédent sur l'île de Montréal, 3,3 sous du litre. Donc, on mise là-dessus. On rencontre les finances dans 3 semaines. Je t'inviterai à conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mélodie, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment, on a 2 personnes ici qu'on voulait absolument mettre justement sur ce panel parce que ça nous permet de créer cette étincelle-là pour se dire, ben oui, c'est possible. Il y a des exemples qui existent. Et justement, on va en discuter dans les prochaines minutes. D'abord, je vais commencer avec André. André, dans les dernières années, on a vu une panoplie de programmes qui ont vu le jour. Tu nous as parlé de la gouvernance, j'ai le mot stratifié en tête, là, mais on a un nombre de programmes qui existent pour le déploiement de différents services et différentes initiatives. C'est une bonne nouvelle en soi, on se met en action, on pourrait dire. Ceci dit, plus de services, plus de programmes veut dire plus de demandes, plus de gestion, plus de reddition de comptes. Comment est-ce qu'on peut simplifier quand même les programmes et les processus pour atteindre les objectifs visés? Tout ça, on est en lien avec le financement, mais donc reddition de compte égale argent. Là. Tout à fait. Bien, en fait, c'est drôle parce que j'ai jamais eu autant d'argent en mobilité. Puis, je ne sais pas qu'il y en a assez, mais il n'y en a jamais eu autant. Puis des programmes non plus. Les programmes, rien que pour l'électrification, on a calculé que directement ou indirectement, il y en a 14 qui peuvent aider à faire l'électrification présentement. Ça, si tu veux faire un projet intégré, mais là, il faut que tu jongles avec 14 redditions de compte, que tu jongles avec 14 dates de tombée, 14... assurément que ça passe par la simplification des programmes, probablement des fusions de programmes, hein. Puis probablement aussi qu'il y aurait des solutions numériques à mettre en place. Pourquoi que la demande de financement n'est pas aussi la reddition de compte en tant que telle et que tout ne se ferait pas en ligne, ou tu verrais même où c'est rendu dans le traitement. Parce que là, présentement, on envoie nos choses, puis à un moment donné, on a des réponses. Là, on pourrait voir où est-ce que c'est rendu. C'est que ça faciliterait et ça aiderait la prévisibilité qui est nécessaire là, pour le développement. Mm-hmm. Tu nous as parlé d'avenues pour aller chercher de l'argent pour la mobilité durable. On sait par contre que l'argent ne va pas tout régler, que les solutions parfois viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui sont intéressés ici à savoir quel genre de gestes concrets pourraient faciliter la tâche, à la fois au milieu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, le ministère des Transports.
et de la mobilité durable, pourrait aussi cette offre de services de mobilité durable? Tout à fait. Bien, il y a beaucoup de zones grises dans la mobilité durable, dans le sens que le transport collectif, c'est clair, c'est la compétence est acquis. Le transport adapté, c'est clair, la compétence est acquis. Mais il n'y a personne qui a la responsabilité de l'autopartage. Il n'y a personne qui a la responsabilité du covoiturage. C'est que tout ça, c'est des solutions qui sont complémentaires. La Régie a commencé à en appliquer. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de sociétés de transport qui le font. Mais des fois, se lancer là-dedans, c'est complexe. Puis non seulement c'est complexe, mais des fois, on se rend ça compliqué en plus. C'est que je pense que de simplifier ça, de décloisonner les modes de transport, puis comme entre autres le transport à la demande, qui est selon moi la meilleure chose qu'on peut faire pour améliorer la mobilité en région, c'est même pas reconnu comme un transport collectif. C'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un programme de plus pour dire, hey, on va backer le transport à la demande. C'est juste de reconnaître que le transport à la demande, c'est du transport collectif, puis on a réglé la chose. Puis il y a bien sûr, là, présentement, un des nerfs de la guerre, c'est que le financement est beaucoup sur l'achalandage, en fait. Là, il faudrait essayer de voir d'autres choses. Il y a un petit ajustement sur la densité de population, mais au-delà de ça, c'est certain qu'il faut regarder les dimensions, effectivement, des places. Y a-t-il des services à l'intérieur des MRC, etc. Je pense que c'est toutes des choses qu'il faudrait considérer. On est dans la révision des programmes, là. Merci, André. Je vais essayer de passer aussi nos autres panélistes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Anne-Catherine, dans ta présentation, on comprend que le gouvernement fédéral il a à cœur le transport collectif, en tout cas, transport collectif, mais encore plus l'électrification des véhicules. Il a récemment annoncé une nouvelle réglementation en ce sens. Équiterre est bien placé pour le savoir, mais étant un organisme très actif pour plaider auprès des élus et des fonctionnaires, que ces derniers ont souvent une oreille plus ouverte pour l'électrification que pour le transport collectif. Comment, selon toi, on peut convaincre les décideurs publics des bénéfices associés au financement du transport collectif? En effet, le gouvernement fédéral a beaucoup misé sur l'électrification des véhicules dans les dernières années, puis a complètement abandonné en fait ses cibles. Il avait des cibles de transport modal dans les dernières années, mais les a complètement abandonnées suite à la pandémie. Ce qui est dommage, c'est que tous ces efforts-là en électrification, on l'a mentionné dans un panel hier, sont abandonnés par la taille du parc de véhicules qui augmente non seulement en nombre, mais aussi les véhicules qui augmentent de taille. Donc, il faut d'autant plus miser sur le transport collectif. Et la deuxième chose qui est importante à nommer, c'est que ce n'est pas qu'un investissement pour la réduction de GES, le transport collectif, comme le disait Sarah, c'est un service essentiel à la population. C'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès aux services. Et autant le transport collectif favorise l'accès à l'emploi, mais la densité aux abords de stations de transport collectif assure aussi un achalandage, donc des revenus aux sociétés de transport. Donc, c'est vraiment une boucle dont on doit arrêter le déclin. Donc, c'est pour ça qu'on propose de venir donner une impulsion via le financement par le fédéral. Mais justement, tu nous as parlé d'un rapport que, malgré plusieurs investissements du gouvernement fédéral dans les projets de transport collectif, il y a des niveaux de services qui ont baissé. Je pense que c'était 7 tu nous as dit, dans les dernières années. À l'échelle nationale, oui. À l'échelle nationale. Donc, dans la plupart des provinces, on peut voir qu'il y a des baisses de niveau de service. Pourrais-tu nous expliquer, en termes de pistes de solutions concrètes, comment vous proposez que le fédéral intervienne et investisse au cours des prochaines années? Ce qui a ressorti le plus fort, là, c'est sûr que je n'ai pas rendu justice au rapport là, en 5 minutes, mais je vous invite vraiment à aller lire le rapport « Mettre l'épaule à la roue pour le financement du transport collectif ». Ce qui a ressorti vraiment, c'est que l'aménagement du territoire joue un rôle énorme, autant sur la hausse d'achalandage que sur les réductions de GES. Donc, c'est la mesure la plus importante. Donc, le fédéral peut se servir des ententes qu'il va négocier avec les provinces, avec les villes, pour mettre des conditions de densité aux abords des stations de transport collectif, des droits de construction sur les stations de transport, de limiter les stationnements dans les zones qui sont... mettre des maximums de stationnement dans les zones qui sont desservies par le transport collectif. Il y a, donc, c'est ça, lié la situation en matière de logement.
nous, on propose aussi qu'il devance la mise en œuvre du Fonds permanent pour le transport en commun qui est prévu pour 2026. On voulait qu'il le fasse pour 2024. C'est malheureusement pas fait, mais on l'a vu dans le budget hier. Par contre, ce qu'on souligne, c'est qu'il a effectivement préparé le terrain en disant que les municipalités qui voulaient bénéficier du fonds en 2026 doivent augmenter la densité aux abords des stations de transport en commun, donc dans un rayon de 800 mètres. Donc ça, c'est une de nos recommandations. On était super contents de le voir. Le gouvernement doit aussi définir des cibles claires de transfert modal et de réduction des véhicules kilomètres parcourus. Donc, celle qui est abandonnée là, au profit de l'électrification des véhicules légers, sur ce sur quoi il a misé. Et deux dernières choses, encourager la hausse d'achalandage en investissant non seulement dans les projets d'infrastructure, mais aussi dans les services, dans la maintenance et dans le maintien des actifs. Donc, qui doit vraiment élargir les possibilités pour les municipalités d'utiliser les sommes fédérales. Donc, pas seulement dans les projets de développement, mais aussi pour entretenir le matériel et faire rouler les autobus et tout le matériel. Et finalement, il y a des mesures d'équité qui doivent être mises en place pour... En fait, l'idée, c'est que depuis la pandémie, les besoins en transport collectif ont évolué, ont changé, mais là, les sociétés de transport ayant la corde au cou, ils n'ont pas la possibilité de revoir leur offre de service, ils n'ont pas cette latitude-là. Donc, il faut vraiment donner permettre aux sociétés de transport de souffler pour redéfinir leur offre de service, étendre leur heure de service, augmenter leur fréquence, pour que les services répondent aux besoins de l'ensemble de la population et pas seulement aux navetteurs là, qui font le 9 à 5. Merci beaucoup. Merci. Marie-André, donc tu nous as parlé, il y a le mot acceptabilité sociale qui a été évoqué dans ta présentation. Tu nous as parlé aussi à quel point, excusez-moi, de ta détermination pour mettre en place la régime. On a vu que ce n'était pas toujours évident de devoir convaincre les élus de la nécessité de se doter de moyens financiers de nos ambitions. Que voudrais-tu envoyer comme message? Il y a des élus ou peut-être des fonctionnaires ici présents de différentes régions dans la salle concernant la diversification des revenus en matière de mobilité durable. Bien, il n'y a pas 20 millions de solutions. Là. Dans le fond, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faut oser. Il faut oser faire poser des actions puis donner les moyens à nos milieux de se doter d'un service de transport. Puis ça, c'est peu importe le territoire lequel on travaille, peu importe la densification, la région, chaque territoire a le droit d'avoir un accès à un service de transport en commun ou un service de mobilité. Puis c'est important de le faire, c'est leur rôle de le faire, la compétence, elle est municipale. Donc, il faut oser. Tu sais, je dis souvent un exemple, puis André adore quand je l'ai dit, cette phrase-là. Chez nous, ça a pris vraiment un effort politique fort, puis Mélodie est un bel exemple aussi au Bas-Saint-Laurent. Ça prend du courage politique, puis ça structure des organisations comme la nôtre qui sont des leviers de développement. Il n'y a personne chez nous qui a perdu ses élections municipales après la création de la régie. C'est dit. Ça, c'est rassurant. Donc, on se doit de le faire, on se doit d'oser, puis de donner des leviers. Puis, je trouve que l'exemple du cycle de survie, moi, ce que j'appelle le cycle de survie en transport en commun, c'est que se donner un levier financier, puis d'oser, permet à nos milieux de se développer, puis de sortir de ce cycle négatif-là de financement. Parce que moi, j'ai des collègues de travail qui ont la moitié de mon budget, et moins que la moitié de mon budget, qui ne font que survivre. Ils offrent un service, puis à un moment, ils doivent couper, ils doivent réduire parce qu'ils n'ont pas moyen de se sortir la tête de l'eau. Fait que le rôle de nos élus, c'est de leur donner cette possibilité-là de se sortir la tête de l'eau pour être capable de faire du développement. Parce qu'il faut développer nos services si on veut que les gens les utilisent. Puis les villes vont devoir, si je ne m'abuse, avoir des plans climat en 2026. Le gouvernement du Québec va investir 500 millions de dollars pour soutenir le milieu municipal, pour accélérer cette transition climatique. Selon toi, quelles sont les nouvelles responsabilités qui permettraient de renforcer le lien entre la lutte au changement climatique et la mobilité? Bien, c'est sûr que l'action sur la mobilité des citoyens, ça a un impact majeur sur les changements climatiques, sur les objectifs à atteindre par ces plans climat-là. Puis le municipal a vraiment un rôle très déterminant dans les milieux de vie.
Donc, dans le développement des infrastructures, des réseaux de transport, des écoquartiers, c'est le municipal qui a ce pouvoir-là. Donc, les plans, s'ils viennent avec le financement, c'est majeur dans l'impact qu'ils peuvent avoir, puis dans le changement de vision, de voir ce qu'on dit, c'est que la rue, ça ne doit pas être seulement un accès de transport, c'est un milieu de vie. C'est le municipal qui va en créer un milieu de vie, qui va créer des trottoirs, des pistes cyclables, de la sécurité pour nos citoyens en mobilité durable, puis en transport en commun. Donc, ce plan-là va avoir un impact très important dans nos milieux si les municipalités sont bien accompagnées pour le faire. Parce que, tu sais, chez nous, je reprends un exemple en région, on a des municipalités qui ont une DG puis une secrétaire trésorière, puis c'est fin de la discussion. Il n'y a pas de, tu sais, je trouve ça, il y a des beaux exemples qui se font, mais on n'a pas, tu sais, il n'y a pas de responsable scientifique à la ville de Gaspé, par exemple. Tu sais, on travaille avec des effectifs plus réduits. Il faut que ces municipalités-là soient bien accompagnées pour que le plan climat puis que les fonds soient utilisés adéquatement, puis il y ait un impact vraiment sur la mobilité des gens, donc sur la réduction des GES. Merci beaucoup, Marie-André. Puis on va finir avec Mélodie pour ce panel. J'ai une question très simple de la présentation que tu as eue. Peux-tu nous expliquer la différence et peut-être qui différencie le projet de la régie intermunicipale pour le Bas-Saint-Laurent et avec le projet de la Régime? Oui, bien, on est similaire en plusieurs points. Notre structure administrative, nos méthodes de financement, la façon que notre budget est monté. Je te dirais que c'est plus en termes de couverture de services qu'on ne peut pas se structurer de la même façon. Au Bas-Saint-Laurent, on avait des services de transport collectif déjà bien implantés. Donc, nos MRC souhaitaient pouvoir continuer d'opérer ces services de transport-là. L'enjeu était vraiment de les interconnecter, donc de bonifier les services, de les interconnecter. Puis moi, ben, vu que j'ai la parole, je vais me permettre d'en rajouter. Même si on a dépassé le temps, je vais me le permettre. Tu sais, je pense que c'est important. Tu parlais des plans climat, tu parlais du rôle du municipal. Le municipal, en région, au Québec, on a la possibilité d'être agile. On est à une échelle où on est capable d'agir ensemble, de façon concertée. On se côtoie. On travaille de concert. Notre projet de régie de transport au Bas-Saint-Laurent, on l'a développé en étroite collaboration avec notre Conseil régional de l'environnement. Puis je pense qu'il faut miser là-dessus pour être capable de vivre des belles réussites au Québec sur lesquelles on va pouvoir tabler puis qui vont inspirer d'autres initiatives. Puis c'est pas il faut travailler ensemble, puis il faut vraiment miser sur cette belle synergie-là puis cette agilité-là qu'on a dans nos milieux au Québec. Merci. Puis j'ai peut-être une dernière question. On s'en parlait avant le panel. Tu nous as parlé de l'insuffisance des fonds disponibles, le volet 2 en particulier, là, via les programmes de financement actuels en matière de transport collectif rural. Comment développer la mobilité en région avec le cadre actuel de financement? Bien, en fait, c'est qu'il faut le repenser. Il faut qu'il y ait de la péréquation. Il faut qu'il y ait... L'étude de l'IRIS en novembre le démontre très, très bien. Il n'y a pas de péréquation actuellement dans nos régions. C'est-tu André, tantôt, qui parlait des distinctions, ou non, c'est toi, Étienne, entre Ontario, Québec, la répartition du financement. Fait que là, si tu regardes le Québec, on en met beaucoup moins en transport. Puis en plus, dans ce qu'on met, il n'y a à peu près pas de péréquation pour les régions. Fait que c'est vraiment une question d'équité interrégionale qu'il faut appliquer. Autrement, on ne sera pas capable de développer des services de transport qui vont avoir une fréquence adéquate qui va favoriser l'utilisation du service, puis on n'arrivera pas à faire monter. On le sait, l'offre doit précéder la demande en transport collectif. Donc, si on veut que les gens utilisent le service, il faut qu'il y ait une offre. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'offre. Puis ce n'est pas en utilisant toutes sortes de petites mesures qu'on va pouvoir y arriver. Donc, ça prend cette notion d'équité interrégionale-là. C'est vraiment développé, ça manque. Puis, bien, quand on a une solution, j'en ai parlé directement avec la ministre Guilbeault dans des représentations politiques. Le projet, il le trouve super au Bas-Saint-Laurent. Là, on demande 2 sous du litre. Ça ne coûte rien au gouvernement. C'est une taxe qu'on veut prélever sur notre territoire, à l'instar de ce qui se fait dans la région de Montréal et de la Gaspésie. Alors, pourquoi il y a de la résistance? Je ferai référence à la présentation de M. Barsoun qui nous parlait peut-être des enjeux politiques. Est-ce que le poids politique est trop grand pour notre gouvernement en place d'assumer qu'il faut changer la législation pour permettre cette taxation-là par les régions? La question est lancée. Merci beaucoup, Mélodie. Merci, merci à vous 4. On peut les applaudir. C'est la fin de ce panel. Applaudis.
Alors, j'espère que cette activité vous aura plu et que ça vous aura permis d'être mieux informés, mobilisés et outillés pour pouvoir relever vos ambitions en mobilité durable. Prenez note que, donc, pour la pause qui s'ouvre maintenant, dans les prochaines minutes jusqu'à 15 heures, si vous avez des questions pour nos panélistes, ils et elles sont disponibles pour la plupart d'entre eux d'ici 15 heures, donc n'hésitez pas à aller les rejoindre et leur poser des questions. Je remercie évidemment nos 8 panélistes, les 4 ici et les 4 qui sont partis tout à l'heure. Merci également au Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec qui organise cet événement. Merci beaucoup et bonne suite de programme. Merci, Étienne. Merci beaucoup, Étienne. Merci à tous les 8 panélistes que vous avez vus défiler aussi sur ce sujet-là. On va prendre une courte pause parce qu'on a accumulé un petit peu de retard cet après-midi. Donc, on va poursuivre avec le dernier panel de la journée et non le moindre sur la planification comme moteur d'action. Ça va être ici même dans la salle de bal à 15 heures. Si vous avez un petit creux que vous voulez prendre une collation, on vous invite simplement à descendre à la salle de la commune, récupérer votre collation et peut-être même remonter ici pour la manger parce qu'on va commencer à l'heure. Donc, on se retrouve à 15 heures. Et voilà, bonne pause à tout le monde.